Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche, le podcast où l'on prend le temps de remonter le fil du temps, confortablement installé, une tasse de thé à la main. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de feuilleter les pages poussiéreuses d'un vieux grimoire. Non, on va carrément observer les étoiles et bousculer le monde, car notre sujet du jour est un géant, un homme dont l'ombre portée s'étend jusqu'à notre façon même de comprendre l'univers, Galilée. Galilée, ce nom évoque tout de suite des images fortes. Une lunette astronomique pointée vers l'infini, un procès face à l'Inquisition, la fameuse phrase « et pourtant elle tourne ». Mais derrière ces légendes, il y a la vie d'un homme passionnant, un esprit brillant, curieux, audacieux, qui a osé regarder au-delà des dogmes et des idées reçues. Un homme qui, en somme, a posé les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la méthode scientifique. Alors, pour les 40 prochaines minutes, je vous invite à un voyage. Un voyage dans l'Italie de la Renaissance tardive, un voyage à travers les étoiles, et surtout, un voyage au cœur d'une révolution intellectuelle. On va explorer ensemble qui était ce Galilée, d'où il venait, quelles découvertes incroyables il a faites, pourquoi elles ont tant dérangé, et quel héritage colossal il nous a laissé. Préparez-vous, car l'histoire de Galilée n'est pas seulement celle d'un astronome ou d'un physicien, c'est celle de l'éveil de la science moderne. Commençons par le commencement. Galilée, de son nom complet Galileo Galilei, voit le jour en 1564, à Pise, en Toscane. C'est la même année que Shakespeare, et quelques mois seulement après la mort de Michel-Ange. L'Italie est alors un foyer incandescent de culture, d'art, mais aussi d'innovation technique et de pensée. Son père, Vincenzo Galilei, est un musicien et théoricien de la musique reconnu. C'est un homme cultivé, pragmatique, et surtout, il est un peu un sceptique. Il valorise l'expérimentation et l'observation plutôt que l'autorité des anciens. Cette influence paternelle sera fondamentale. Imaginez un enfant qui grandit en entendant que la vérité ne se trouve pas toujours dans les livres, mais aussi dans l'expérience, dans la mesure. C'est une graine essentielle semée dans l'esprit du jeune Galilée. Initialement, son père le destine à la médecine, une carrière lucrative. Il entre donc à l'université de Pise à 17 ans. Mais très vite, la lecture des mathématiciens grecs, et notamment d'Euclide et Archimède, le captive bien plus que les dissections anatomiques. Il est fasciné par la logique, la précision des nombres, la capacité des mathématiques à décrire le monde. Il finit par abandonner la médecine pour se consacrer entièrement aux mathématiques et à la philosophie naturelle, comme on appelait alors la physique. Ses premières années de carrière sont marquées par une ingéniosité folle. Il invente un instrument pour mesurer le pouls, un thermoscope, l'ancêtre du thermomètre, et même une sorte de boussole de calcul. Il obtient des postes d'enseignement à Pise, puis à la prestigieuse université de Padoue, où il passera près de 20 ans. Ces années à Padoue sont particulièrement fertiles. C'est là qu'il mûrit ses idées, enseigne, mène des expériences sur le mouvement des corps, la chute des objets. Il est déjà un chercheur rigoureux, cherchant à prouver ses intuitions par l'observation et la mesure, pas seulement par le raisonnement abstrait. Mais ce qui va véritablement faire basculer Galilée dans l'histoire, ce qui va le projeter au centre d'une controverse qui allait secouer l'Europe entière, c'est l'année 1609. Cette année-là, une rumeur lui parvient. Aux Pays-Bas, un opticien aurait inventé un instrument capable de grossir les objets lointains. Une lunette, comme on dit. Galilée, avec son esprit d'ingénieur et de bricoleur de génie, ne tarde pas à s'emparer de cette idée. Il ne l'invente pas, c'est vrai, mais il l'améliore considérablement. Alors que les premières lunettes ne grossissent que 3 ou 4 fois, il parvient à en construire une qui grossit 9 fois, puis 20 fois, et même 30 fois. Et là, son génie ne s'arrête pas à la prouesse technique. Contrairement à beaucoup d'autres qui voient dans cet instrument une curiosité, une aide pour les marins ou les militaires, Galilée, lui, décide de la pointer vers le ciel. C'est un geste d'une audace incroyable. Personne avant lui n'avait sérieusement utilisé un instrument optique pour observer les astres. Le ciel était alors considéré comme parfait, immuable, le domaine des anges, régi par des lois divines bien distinctes de notre terre imparfaite et corruptible. Et ce qu'il va voir va ébranler les fondations de cette vision du monde, une vision qui prévalait depuis plus de 1500 ans, ancrée dans la philosophie d'Aristote et le modèle astronomique de Ptolémée, le géocentrisme. L'idée que la Terre est le centre immobile de l'univers, autour de laquelle tourne le Soleil, la Lune et les étoiles. Avec sa lunette, Galilée découvre un univers d'une richesse insoupçonnée, mais surtout, d'une imperfection déroutante pour l'époque. Première observation marquante, la Lune. Au lieu d'être une sphère lisse et parfaite, comme le voulait la doctrine aristotélicienne, elle est couverte de montagnes, de cratères, d'ombres. Elle ressemble étrangement à la Terre. Cela commence à briser l'idée d'une séparation radicale entre le monde terrestre et le monde céleste. Puis, il se tourne vers Jupiter. Et là, c'est un coup de tonnerre. Il observe non pas une seule étoile brillante, mais 4 petites lumières qui semblent l'accompagner.
Nuit après nuit, il les observe changer de position, tantôt à gauche, tantôt à droite de Jupiter. Il comprend alors qu'elles ne sont pas des étoiles fixes, mais des corps célestes qui tournent autour de Jupiter. C'est une découverte absolument cruciale. Cela prouve qu'il existe d'autres centres de rotation dans l'univers que la Terre. Le dogme de la Terre centre de tout commence à vaciller. Il les baptise les étoiles médicéennes, en l'honneur de la puissante famille de Médicis qui le protégeait et qu'il espérait courtiser. Aujourd'hui, on les connaît sous le nom de lunes galiléennes, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Mais ce n'est pas tout. Il observe les phases de Vénus, exactement comme les phases de la Lune. Cette observation est une preuve irréfutable du modèle héliocentrique de Copernic, qui proposait que la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil. Dans le modèle géocentrique, Vénus ne devrait présenter que de petites portions éclairées. Dans le modèle héliocentrique, elle présente tout le spectre de phases, de la pleine Vénus au croissant fin, et c'est exactement ce que Galilée voit. Il découvre aussi les taches solaires, qui là encore montrent que le Soleil n'est pas une sphère parfaite et immuable, mais un astre sujet au changement. Il observe que la Voie lactée n'est pas une simple brume lumineuse, mais une agglomération d'innombrables étoiles, trop faibles pour être distinguées à l'œil nu. En 1610, il publie toutes ses découvertes dans un petit livre, le Sidereus Nuncius, le messager céleste. C'est une bombe, le monde savant est en effervescence. Certains sont émerveillés, d'autres sont horrifiés. Certains de ses collègues refusent même de regarder dans sa lunette, craignant ce qu'ils pourraient y voir, préférant s'en tenir au texte d'Aristote. Car les implications de ces découvertes sont profondes. Si la Terre n'est pas le centre, si les cieux ne sont pas parfaits, alors tout l'édifice de la pensée médiévale et religieuse est remis en question. Et c'est là que les ennuis commencent vraiment pour Galilée. Au début, l'Église ne s'oppose pas frontalement aux idées de Copernic. Elles sont considérées comme une hypothèse mathématique, un moyen plus simple de calculer le mouvement des planètes. Mais Galilée, lui, affirme que le modèle héliocentrique est une réalité physique, prouvée par l'observation. Et c'est là que le problème surgit. Certains passages de la Bible semblent indiquer que la Terre est immobile et le Soleil se meut. Par exemple, le livre de Josué où le Soleil est ordonné de s'arrêter. Si la Terre tourne, et si le Soleil est le centre, alors l'interprétation littérale de ces versets est mise à mal. Pour l'Église, surtout après la réforme protestante, l'autorité de l'Écriture est sacrée, et toute remise en question est dangereuse. En 1616, le Saint-Office, l'Inquisition romaine, intervient. Le livre de Copernic est mis à l'index, c'est-à-dire interdit. Galilée est convoqué et averti, il ne doit ni défendre ni enseigner la doctrine copernicienne comme une vérité physique. Il peut en parler comme d'une hypothèse, mais pas plus. C'est une humiliation, mais il s'y soumet. Pour l'instant, il va se passer une quinzaine d'années relativement calmes, où Galilée va continuer ses recherches, notamment sur les marées, qu'il pense, à tort, être la preuve du mouvement de la Terre, et sur d'autres phénomènes physiques. Il tisse des liens avec de nombreux intellectuels et même avec le cardinal Maffeo Barberini, un homme cultivé et ouvert aux sciences, qui deviendra le pape Urbain VIII en 1623. Galilée se sent alors plus en sécurité. Il pense que le nouveau pape, son ami, sera plus compréhensif. Il obtient la permission d'écrire un livre comparant les deux systèmes du monde, le ptolémaïque, géocentrique, et le copernicien, héliocentrique, à condition de les présenter comme de simples hypothèses et de conclure en faveur de la suprématie de Dieu qui peut mouvoir le monde de mille façons. En 1632, le livre « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde » est publié. C'est un chef-d'œuvre littéraire, écrit en italien pour être accessible au plus grand nombre, et non en latin, la langue des savants. Il prend la forme d'une conversation entre trois personnages. Salviati, qui défend Copernic avec brio, Sagredo, un homme cultivé et neutre qui pose les questions, et Simplicio, qui incarne le défenseur du système d'Aristote et de Ptolémée. Le problème, c'est que la façon dont Galilée fait parler Simplicio est un peu caricaturale. Simplicio apparaît souvent comme borné, naïf, incapable de comprendre les arguments scientifiques. Et pire encore, l'argument que le pape Urbain VIII avait lui-même suggéré pour conclure en faveur de Dieu est mis dans la bouche de Simplicio, et présenté de manière à le faire apparaître comme un argument faible et irrationnel. C'est une erreur politique monumentale. Urbain VIII se sent trahi, ridiculisé publiquement. Le livre est immédiatement un succès, mais c'est aussi un scandale retentissant. L'Inquisition le convoque à Rome. Galilée est alors un vieil homme, malade. Le voyage de Florence à Rome est une épreuve. Le procès débute en 1633. C'est l'un des procès les plus célèbres de l'histoire des sciences. L'accusation est claire. Il a violé l'injonction de 1616 en présentant le copernicianisme non pas comme une hypothèse, mais comme une réalité. Face à la puissance de l'Inquisition, face à la menace de la torture, même s'il n'a pas été torturé physiquement, Galilée est contraint d'abjurer publiquement ses idées.
Il doit lire un texte où il renie solennellement que la Terre tourne autour du Soleil, reconnaissant avoir eu tort. C'est une scène tragique. Il est condamné à la prison à vie, peine commuée en assignation à résidence dans sa villa d'Arcetri, près de Florence. C'est là que la légende veut qu'il ait murmuré « Epur simuov ». Et pourtant elle tourne, il n'y a aucune preuve historique de cette phrase. Elle est apparue bien plus tard, mais elle exprime parfaitement le conflit intérieur, la conviction intime face à la contrainte extérieure. L'histoire de Galilée ne s'arrête pas là, même confinée. Ces dernières années sont paradoxalement parmi les plus productives, bien que les plus sombres personnellement. Il perd la vue, devient complètement aveugle quelques années avant sa mort. Mais son esprit reste vif. Il va se consacrer à la physique terrestre, à l'étude du mouvement, de la résistance des matériaux. En 1638, il publie un autre chef-d'œuvre, les Discours concernant deux sciences nouvelles, le fruit de 40 ans de réflexion et d'expérimentation. Dans ce livre, il jette les bases de la mécanique moderne. Il y décrit le principe de la relativité du mouvement, la loi de la chute des corps, le principe d'inertie. Il est le premier à énoncer des lois physiques sous forme mathématique, vérifiables par l'expérience. C'est une contribution gigantesque, souvent éclipsée par le retentissement de son procès, mais tout aussi fondamentale. Ce sont ces travaux qui inspireront Newton pour élaborer sa théorie de la gravitation universelle. Galilée meurt en 1642, l'année même de la naissance de Newton. Un passage de témoin symbolique, peut-être. Il est enterré sans les honneurs dus à son génie. Ce n'est qu'en 1737 que ses restes sont transférés dans une sépulture plus digne, à la basilique Santa Croce de Florence, aux côtés de Michel-Ange et Machiavel. Et ce n'est qu'en 1992, près de 360 ans après son procès, que l'Église catholique reconnaîtra officiellement ses erreurs et réhabilitera Galilée. Alors, quel est l'héritage de Galilée ? Il est immense et multiforme. D'abord, bien sûr, l'astronomie moderne. Il nous a ouvert les yeux sur la grandeur et la complexité de l'univers, en prouvant que notre Terre n'était qu'un point parmi d'autres. Il nous a montré la voie vers l'exploration des astres par l'observation directe. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, il a été un pionnier de la méthode scientifique. Il n'était pas le seul, bien sûr, mais il en a été l'un des champions les plus ardents et les plus efficaces. Sa méthode repose sur 3 piliers. 1. ** l'observation. ** regarder attentivement le monde, sans idée préconçue. 2. ** l'expérimentation. ** mettre à l'épreuve les hypothèses par des expériences rigoureuses et reproductibles. 3. ** la quantification et la modélisation mathématique. ** décrire les phénomènes non pas seulement qualitativement, mais avec la précision du langage mathématique. Pour Galilée, le grand livre de l'univers est écrit en langage mathématique. C'est cette approche qui a permis à la science de se détacher de la philosophie spéculative et de la théologie pour devenir une discipline autonome, capable de construire un savoir cumulatif, vérifiable et progressif. L'histoire de Galilée est aussi un rappel puissant de la confrontation, parfois douloureuse, entre la science et d'autres systèmes de pensée ou d'autorité. Son procès est devenu un symbole de la lutte pour la liberté de la recherche, pour le droit de penser et de publier sans entrave. Il nous enseigne la prudence face aux dogmes, qu'ils soient religieux, politiques ou même scientifiques. Galilée était un homme de son temps, avec ses défauts, ses ambitions, ses faiblesses. Il n'était pas un révolutionnaire au sens politique du terme, mais un savant passionné par la vérité des choses. Sa vie a été celle d'un chercheur infatigable, d'un enseignant brillant et d'un esprit indomptable. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers la Lune, ou que vous entendrez parler de Jupiter et de ses lunes, ayez une pensée pour ce vieil homme à la vue perçante, qui, il y a plus de 4 siècles, a osé pointer une simple lunette vers le ciel et y a découvert des mondes insoupçonnés, changeant à jamais notre place dans l'univers. Et surtout, rappelez-vous que la curiosité, l'observation et la volonté de vérifier par l'expérience sont les piliers de notre connaissance. Un héritage que Galilée nous a offert, et que chacun de nous, à notre manière, peut continuer de faire vivre. Voilà, chers auditeurs, notre voyage avec Galilée touche à sa fin pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans la vie de ce pionnier vous aura passionné. C'est un peu ça, l'histoire, non pas seulement des dates et des faits, mais le récit d'hommes et de femmes qui ont façonné le monde que nous connaissons. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour une nouvelle exploration historique. D'ici là, portez-vous bien, restez curieux, et qui sait, peut-être qu'en regardant le monde autour de vous, vous découvrirez à votre tour quelque chose d'extraordinaire. À très bientôt pour l'Historien du dimanche.